Bienvenue dans Déclic et des claques, le rendez-vous des audacieux et des aventuriers de la vie. Je suis Pauline et je suis ravie de vous accueillir dans ce voyage où nous explorerons les récits inspirants de celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus et façonner leur propre chemin. Parce qu'un déclic peut être suivi de sacrées claques, parce que des claques peuvent faire naître un véritable déclic, parce qu'on a tous envie un moment de prendre nos clics et nos claques, découvrons ensemble les parcours de nos invités, les moments décisifs, les défis surmontés, les leçons apprises, pour nous donner à notre tour l'envie d'oser. Aujourd'hui, je reçois Laurent Mercier. À 52 ans, après 30 ans de carrière dont 20 dans les concessions automobiles, il a tout quitté pour réaliser un rêve de gosse, celui de devenir coiffeur-barbier. Avec la création de son salon Gentleman Team autour d'un concept inédit, il a transformé sa passion en une nouvelle carrière, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Laurent nous donne de belles leçons sur la reconversion, la réalisation d'un rêve et les relations aux autres. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Merci de m'accueillir chez toi, là où tu as ton salon barbershop, à côté de Nantes, que tu as créé il y a 3 ans, je crois. 3 ans maintenant, on vient de fêter l'anniversaire là, oui. Et avant de monter ce salon, tu travaillais dans le milieu automobile. Automobile, ouais, depuis une petite vingtaine d'années, ouais. 20 ans. C'est ça. J'ai mis 30 ans sur ma préparation. Non, c'est 20 ans, parce qu'il y a eu 10 ans d'avant. C'est pas grave. Avant l'automobile. Ouais, il y a eu 10 ans avant l'automobile, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ces 20 ans, le parcours pro, automobile avant? Très rapidement, en fait, j'ai commencé par la grande distribution. J'ai travaillé, je vendais des bonbons et des gâteaux chez Van Picky Chante à l'époque, le Carambar pour ceux qui connaissent. Ensuite, je suis rentré dans une banque parce que je voulais avoir une expérience d'analyse de bilan et de structure de société. Et je suis rentré dans l'automobile par le financement après la banque, où j'ai commencé comme finance service manager, où je finançais les autos. Et je gérais des équipes de financement d'automobile. Et ensuite, je suis devenu chef de vente, directeur commercial, puis directeur de concession. Et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Des jobs plutôt structurés, carrés, avec la gestion de personnel, confortable financièrement. Ouais, plutôt assis, quoi. Ouais. Sauf qu'à un moment, t'en as eu marre. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Oui, j'en ai eu plus que marre, ouais. Et le confinement est arrivé à ce moment-là? Le Covid m'a sauvé la vie, moi. Ouais, tout à fait. Il m'a sauvé la vie, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'avant-veille de ce confinement, on a eu une très grande réunion avec tous nos patrons, actionnaires, etc., qui s'est très très mal passée. Je vous passe les détails. Et je suis rentré donc le soir du 19, c'est-à-dire le soir où on était confinés, et j'ai dit à mon épouse que je n'y retournerai plus. Je savais pas ce que j'allais faire, comment ça allait se passer, mais par contre j'étais sûr d'une chose, c'est que je voulais que ça s'arrête. Et je ne voulais plus y retourner. Et je n'y suis plus retourné. Même en télétravail? Ah non, mais c'était arrêté. C'est-à-dire quand on est sorti du confinement, je suis retourné pour négocier ma rupture conventionnelle en fait. Et je m'étais déjà inscrit dans ce que je voulais faire après. Et justement, pour arriver à trouver ce que tu allais faire après, tu as commencé à réfléchir. Comment tu t'y es pris pendant cette période où on était tranquillement chez nous? Je me suis reposé d'abord. Je me suis reposé. J'ai mis mon cerveau à l'arrêt en fait pendant un certain temps, et ça a bien duré une dizaine de jours où il a fallu que je récupère de tout ça, parce que je me suis aperçu que j'étais assez fatigué par la vie que je menais en fait auparavant, qui était une vie finalement assez extrêmement rythmée et pas forcément toujours très contrôlée. Et ensuite je me suis mis à écouter des podcasts. Ça peut servir et c'est utile. En tous les cas, celui-là a été utile puisque j'en ai écouté quelques-uns et je suis tombé sur un podcast en fait d'une coach de vie qui expliquait comment pouvait se passer la reconversion des quinquagénaires, que j'étais donc à l'époque puisque j'avais 52 ans. Et il y a 2 phrases qui m'ont frappé dans son podcast. La première, c'était de dire que d'abord, quand on est un quinquagénaire, la vie n'est pas terminée et qu'on peut encore faire beaucoup de choses. Et ensuite, en plaisantant, elle disait qu'à 50 ans, on pouvait changer de vie et que c'était pas la peine d'essayer d'être influenceur à Dubaï parce que ça pouvait devenir compliqué, mais que on pouvait, si on avait des rêves de gosse, peut-être avec l'expérience qu'on avait acquis, mettre tout ça en forme et réaliser quelque chose qu'on n'avait pas pu faire quand on était plus jeune. Et là, en l'occurrence, la lumière s'est allumée très fort, très vite. Et j'ai su à ce moment-là exactement ce que je voulais faire.
Parce que tu avais un rêve de gosse. Parce que j'avais un rêve de gosse. Et ce rêve est remonté à la surface. Assez brutalement d'ailleurs, et de manière assez éclairée et très vive, quoi. Donc en fait, moi je voulais, quand j'avais 15 ans, je voulais être coiffeur barbier, mais je voulais déjà avoir un salon où je pouvais être tout seul, un truc assez rock'n'roll avec de la musique, et où je pouvais avoir cette proximité avec les clients, puisqu'on le dit, alors moi je le sais maintenant avec l'expérience, mais souvent quand on va chez son coiffeur, on a tendance à lui faire un peu confiance, parce que c'est un endroit où on peut se confier, et où il peut se passer 2-3 trucs, en tous les cas dans les échanges qu'on peut avoir. Et moi j'avais dans l'idée, en tous les cas, d'avoir ce lien social fort avec le métier que je voulais pratiquer. Ce métier donc, qui t'a tiré quand tu étais adolescent, pourquoi tu t'es pas lancé là-dedans à ce moment-là ? Oula, alors donc, moi j'avais 16 ans en 1983, oui. Voilà, le temps est passé depuis. En fait, à cette époque-là, il y avait beaucoup de préjugés sur les garçons, en fait, qui voulaient devenir coiffeurs. Oui. Et moi, du coup, moi, je faisais le regard des autres. De toute façon, le regard des autres, c'est toujours un problème dans nos éducations respectives, puisqu'il faut toujours qu'on fasse les choses en fonction des autres. Voilà. Donc, ça peut pas nous aider quand on est adolescent, ça c'est clair. Et puis, moi, j'étais plutôt très masculin, et il y a un moment donné, je pense que j'aurais pas assumé effectivement ce genre d'études à ce moment-là, ce qui fait que je suis parti dans des études de commerce, de business, ça s'est très bien passé. J'ai fait une belle carrière, mais que tu ne regrettes pas. Je regrette pas du tout, pas du tout. Et ce rêve était resté. C'est toujours gravé un peu, je crois que ça reste toujours gravé dans un coin de notre tête, bien sûr. Ouais. Pendant le confinement, tu as eu cette lumière sur ce projet. Oui. Comment tu l'as démarré ? Alors, le truc le plus important quand j'ai eu cette idée-là, ça a été d'abord de descendre 4 à 4 les escaliers et d'expliquer à mon épouse ce que j'avais trouvé comme merveilleuse idée de reconversion. Et en étant très sérieux, c'était très important pour moi, quand je lui ai annoncé ce que je voulais faire, que je puisse lire dans ses yeux qu'elle était avec moi à 1000%. Pas à 100%, pas à 90%, mais à 1000%, parce que là, j'engageais quelque chose de très différent, et je mettais un peu en perspective la vie familiale pour un projet d'où je partais de zéro, avec une perspective qui était très lointaine et plutôt abstraite, quoi. Et du coup, t'as lu quoi dans ses yeux ? T'as lu ce que t'attendais ? Non, mais elle a été top parce que elle a été top parce que il lui était arrivé un peu la même chose 6 années auparavant, et quand elle m'avait posé la question, je lui avais répondu exactement ce qu'elle m'a répondu. C'est que l'important, c'était qu'elle soit heureuse, qu'elle s'épanouisse, et que à un moment donné, tout le matériel qu'on avait autour était juste une roue de secours, et que si jamais on en avait besoin, on s'en servirait, mais qu'on était rendu à un âge où on pouvait se faire plaisir et où il fallait y aller, quoi. Et que quoi qu'il arrive, on ne se le reprocherait pas, et on se soutiendrait, voilà. Et dans nos vies, en tous les cas, puisque nous on est une petite famille recomposée, on a toujours en fait axé les choses là-dessus, sur la confiance mutuelle, et on a toujours grandi ensemble depuis 15 ans comme ça, donc c'était très important qu'elle soit derrière moi. Et à partir du moment où j'ai eu son vrai feu vert, j'ai lancé tout le truc, je me suis inscrit au CAP, j'ai appelé ma meilleure amie qui est coiffeuse, et je lui ai dit de me prendre comme apprenti, ce qu'elle a fait avec joie, bien sûr. Voilà, donc je suis allé pendant une année chez elle, dans son salon au Sable d'Olonne, dans un salon uniquement féminin, apprendre le métier de coiffeur. Oh là là, ouais, voilà. Mais il faut passer par là. Tout à fait. Oh là là, oui. Ça n'a pas été de tout repos tout le temps, mais voilà. Tu peux nous raconter justement cette reprise d'études ? Tu t'es lancé dans un CAP, donc tu t'es retrouvé avec des gens qui n'avaient rien à voir avec toi ? Pas du tout. En fait, j'ai eu une chance, c'est que d'avoir passé des diplômes qui m'ont permis d'éviter de reprendre une école classique. Okay. Parce que je me voyais pas du tout me retrouver avec des gamines de 15-16 ans. C'était pas du tout de mon truc, et en fait j'ai passé en candidat libre, puisque je n'avais que les matières professionnelles à passer. Oui, puisque tu avais déjà eu le bac il y a quelques années. Donc, voilà, j'avais un BTS, donc tous ces trucs-là, j'avais pas à les repasser. Par contre, toutes les matières professionnelles, je les ai faites en fait à la maison, sur des bouquins, en étant suivi par un organisme à distance et des coiffeurs à distance. Et puis la pratique, j'allais 3 jours par semaine en fait chez ma copine Corinne au Sable d'Olonne, qui pour le coup m'a pas fait de cadeau, elle m'a pris comme un apprenti de 15 ou 16 ans quand on en a 52,
et qu'on sort d'avoir managé 80-90 personnes, où on vous voit, où on frappe à la porte avant d'entrer dans votre bureau pour vous demander de prendre des décisions très importantes. Oui. Là, on me demandait de prendre le balai et on me demandait de mettre des bigoudés sur, de faire des shampoings, de rincer des permanentes. On descend de quelques étages, ce qui est merveilleux pour l'ego, puisque là, en l'occurrence, on apprend à ne plus en avoir et on se met au diapason de ce qu'on veut faire et ça nous remet les pieds sur terre d'une force extraordinaire. Ouais. Mais ton projet, c'était déjà d'être coiffeur-barbier pour hommes. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, c'était l'objectif de base. Il y avait un passage obligé par un salon de coiffure le CAP classique. Des métiers de la coiffure est à 90% orienté féminin. Le seul truc que j'ai passé concernant les hommes pendant cette formation, c'est une coupe au ciseau, avec une nuque au ciseau, pas de tondeuse. Même pas la partie barbe. Rien, zéro. Il n'y a pas de partie barbe. Il a fallu que je passe un autre diplôme à côté de maître barbier pour pouvoir effectivement exercer. Et je n'étais même pas obligé de le faire. Mais moi, j'ai voulu le faire pour avoir les bases et les connaissances. Mais c'est vraiment axé 90% féminin. Et c'est l'enfer. Mais voilà, mon objectif était très clair. Je savais où j'allais. Donc une année, ça passe vite. Et maintenant, donc, tu as ton salon. J'ai ouvert mon salon après avoir passé mon CAP que j'ai obtenu avec une petite pression de me dire il faut que je l'ai parce que j'ai tellement embêté mes enfants pendant leurs études que quand on passe à CAP, ça leur est foutu plutôt mal de ne pas l'avoir. Ouais. Donc j'ai eu mon CAP en juillet 2021 et j'ai ouvert mon salon à la maison en octobre 2021. J'avais pas regardé la concurrence, je savais pas combien de coiffeurs j'avais autour de moi. J'ai ouvert mon salon, une petite page Facebook, un petit site internet. Les copains au début Même pas. Il y a un truc qui s'appelle Google Maps qui est super bien fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, quand ils cherchent un coiffeur, ils cherchent un coiffeur à proximité de chez eux. Et premier mois, j'ai dû faire 45 rendez-vous. Le deuxième mois, j'en ai fait 65. Et le troisième mois de décembre à Noël, j'en ai fait 180. Et puis depuis, c'est entre 250 et 300 rendez-vous tous les mois. Depuis 3 ans et ça fonctionne super bien. Donc voilà, plutôt réussi. Tu peux nous parler un peu du concept de ton salon à domicile, le concept. Donc, j'avais regardé pendant mes études la possibilité de racheter des salons de coiffure et je me suis aperçu à chaque fois que j'en voyais un ou chaque fois que je pouvais en visiter un que ça ne me plaisait pas du tout de me retrouver dans un truc ouvert avec 4-5 fauteuils. Ce que je détestais quand j'allais chez le coiffeur, c'est qu'en fait, on est avec une coiffeuse qui vous connaît à peine, qui vous parle de trucs personnels devant tout le monde dont vous n'avez peut-être pas envie de parler. Et je me suis dit que ce que je voulais faire, c'était plutôt être tranquille avec mon client, offrir un service un peu privé et qui faciliterait en tous les cas la discussion, que ce soit de la coiffure ou autre chose. L'avantage que j'ai, c'est qu'en ayant eu plusieurs vies à mon âge, j'avais en tous les cas la prétention de me dire que je pouvais peut-être aider les gens en faisant autre chose que de leur couper les cheveux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce salon en place chez moi. Donc j'ai un fauteuil, j'ai une pièce dédiée à ça, qui est typiquement un barbershop. Hein, quand on pousse la porte, merci, c'est gentil. On est vraiment chez un barbeur. Et puis une fois que la porte est fermée, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, quoi. C'est des discussions de garçon à garçon, d'homme à homme, d'adolescent à un coiffeur un peu plus expérimenté et voilà, très très riche et super riche, exactement ce que je voulais, quoi. Donc, et dans une ambiance rock. Oui, obligé ça. Obligé. Ça c'est obligé, ça me tient depuis tout jeune. Je suis musicien depuis une trentaine d'années et c'était impossible qu'il n'y ait pas cette notion de musique dans mon salon. Dans les grandes idées aussi du lancement de ce salon, tu avais l'idée d'un retour à la tradition avec le savoir-faire. Oui, parce que les vieux, en fait, dans tous les vieux films qu'on peut voir, américains, italiens, il y a toujours un barbier, un vieux barbier avec son tablier, avec le coupe-chou, avec de la mousse jusque sur le front. On a une ambiance assez masculine, avec des odeurs très masculines, et je voulais retranscrire ça. Ouais, je trouvais que c'était pas mal. Tu avais l'idée aussi de donner une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Alors, la vision de l'entrepreneuriat, c'était pas forcément c'est venu au fur et à mesure, parce que le problème, c'est que quand on a fait du business toute sa vie, c'est très compliqué de se cantonner à juste un fauteuil, des ciseaux, une coupe de cheveux. Donc, on a évidemment essayé de penser à
un concept un petit peu plus élaboré. Donc, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas encore développé, que je développerai peut-être jamais, mais en tout cas, j'ai une licence de marque qui est prête pour, si jamais quelqu'un veut faire la même chose que moi, je suis capable de lui livrer en fait un salon, le salon complet exactement comme le mien, avec ma marque de produits que j'ai créée aussi, parce que il fallait bien aussi essayer de créer quelque chose. Donc, j'ai créé ma marque de produits, et je peux comme ça aider quelqu'un à s'installer. En 30 jours, le gars, il bosse chez lui, comme moi, avec un salon de Gentleman Team exactement identique au mien. Chouette. Ouais. Et les infos sur la licence de marque et les produits sont sur ton site internet. Sur le site internet, absolument. Ouais, c'est ça, voilà. Dans tout ce parcours de reconversion, tu as dû être confronté à quelques défis. Ouais, quelques-uns, oui. Quelques-uns. Quand tu as commencé à annoncer à ton entourage, alors à part ta femme qui avait des étoiles dans les yeux, oui. Mais quand tu as commencé à annoncer que tu allais passer de ton super poste, de ta bonne situation pro dans le secteur auto à ouvrir ton salon de coiffure, ça a été très varié. D'abord, si on reste au niveau de la famille, au niveau de nos enfants, de mes enfants, ils ont été top parce que ils savent que de temps en temps je suis un peu barré et que ça peut se barrer en sucette assez rapidement, et ils m'ont dit tu vas faire quoi, faire barbier, mais fonce papou, mais oui, mais bien sûr que oui, évidemment, puis en plus tu vas nous faire une espèce de truc de fou, donc ouais bien sûr, et eux à fond derrière moi directement. Ensuite il y a les parents, donc les parents qui ont un certain âge aujourd'hui, qui eux effectivement sont plus sur des bases de sécurité. Ma maman m'a dit mais t'es directeur aujourd'hui et tu vas devenir coiffeur, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va dire de toi, voilà. Ah oui. Et voilà, mon père, les gens vont penser. Voilà, mon père lui m'a dit mais de toute façon t'as toujours essayé 12 000 trucs voilà depuis que t'es né, vas-y continue, fais-le et tu vas y arriver, ça va fonctionner, donc vas-y, non, à fond, et je viendrai me faire couper les cheveux chez toi, voilà. Et puis après il y a les amis, alors il y a les amis qui te traitent de fou, et qui te disent mais tu vas perdre. Alors moi j'ai entendu ça, hein, et ça j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ta femme, tes enfants vont te prendre pour un grand malade, merci les copains pour tous ces encouragements, sauf que le truc c'est que moi je me suis aperçu aussi que ces gens-là projettent leur peur sur vous en fait. Et puis en plus de ça, il y a toujours une petite pointe de jalousie de celui qui tente, qui essaye, et qui en plus réussit. Donc je pense que c'est humain, enfin en tout cas c'est français. C'est à partir du moment où tu fais quelque chose d'un peu différent, quelque chose qui est moins normé que ce qu'on t'a appris dans ta vie à rester à ta place, dans ton truc, et d'abord quelle est ta place, mais il faut que tu restes à cette place-là, il faut essayer de pas trop bouger, de pas trop faire de vagues. Les gens pensent que tu vas te planter parce que ça les rassure. Alors le truc c'est que quand tu te plantes pas et que en plus ils viennent se faire couper les cheveux chez toi, que t'as fait un beau salon, qu'en plus ils repartent avec une tête qui leur plaît plutôt pas mal parce que t'as bossé, t'as fait des gros efforts pour être un bon coiffeur autant que faire se peut, et là ils se disent waouh, quand même t'as réussi, c'est top ce que t'as fait. Et j'aurais pas le courage de faire la même chose. Et je me suis aperçu à ce moment-là que c'était du courage que j'avais eu, mais je l'avais jamais pris comme ça. Pour moi, tout était fluide. À partir du moment où j'étais parti dans ce truc-là, j'y allais, je l'ai fait de manière très très fluide. Et ceux qui, donc il y a vraiment des gens qui ont critiqué le projet et qui viennent. Bien sûr, qui viennent se faire couper les cheveux aujourd'hui. Que t'as gardé en ami. Oui, parce que il faut pardonner à ses amis. Il faut pardonner à ses amis. Il faut accepter que tout le monde soit pas comme moi je peux être. Ouais. Moi, j'ai pas de souci avec ça. J'ai toujours essayé des trucs que les autres n'ont pas essayé. Et puis il y a aussi des accidents de la vie qui font qu'à un moment donné, tu te recentres un peu sur l'essentiel. Ouais. Et il faut pas hésiter, il faut y aller, il faut pas se poser de questions. On vit qu'une fois, et c'est très court, donc one life. Autant mettre plusieurs vies dans la vie. Mais oui, mais bien sûr que oui, mais oui, tout à fait, mais oui. C'est ma grande phrase. Oui, mais parce que c'est vrai. Malgré le regard des autres qui pouvait être un peu négatif, tu t'es toujours senti légitime. Mais moi, je m'en fous du regard des autres aujourd'hui, mais d'une force, tu peux pas imaginer. D'abord, il y a plein de choses que j'ai pu faire dans ma vie, dans le sport, dans la musique, dans tout un tas de trucs. J'avais 2-3 rêves, des trucs que je voulais cocher. Je voulais aller jouer au Stade de France, je suis allé jouer au Stade de France. Je voulais épouser une princesse, j'ai épousé une princesse. Je veux dire... Il y a plein de choses comme ça qui sont... moi, j'ai pas d'a priori. J'ai aucun a priori sur rien et je m'émerveille de tout le temps.
Et je me suis fait moquer pour ça toute ma vie, mais en m'en foutant d'une force qui était... parce que les choses, moi, je les faisais. Ouais. Et quand on fait les choses, mais il n'y a personne qui peut venir te dire comment il faut faire ou comment il ne faut pas faire quand tu ne l'as pas fait. Et nous, on a toujours fait les choses. On ne s'est pas posé la question. Et avec un bonheur de taré, parce que tu réussis moins bien, mais c'est pas grave, tu le fais, quoi. Ça. Aujourd'hui, tu te sens plus aligné, au moins tu te sens aligné. Mais moi, je suis à ma place. Je suis exactement à la place à laquelle j'ai envie d'être. Parfait. C'est surtout ça. Voilà. Et c'est ce qui compte, au final. Toutes les compétences que tu as acquises dans ton parcours d'avant, elles te servent aujourd'hui, elles t'ont servi dans ta reconversion? En fait, oui. Alors, oui, ça me... Techniquement, le fait d'avoir géré des centres de profit... Bon, gérer un salon de coiffure quand t'es tout seul, très honnêtement, je fais tant de coupes à la journée, j'ai tant de charges, une addition, une soustraction, ça va, c'est complètement dans mes cordes. J'ai appris à gérer plutôt avec tout ce qui était les impôts, les machins, tous ces trucs-là, où bon, j'avais quelques petites idées, mais là, en l'occurrence, quand c'est de ton portefeuille que ça part, c'est vrai que t'as tendance à faire un peu plus attention. C'est une femme qui gère la com, donc ça, c'est voilà, bon. J'ai la chance d'avoir une directrice de la communication hors norme, donc ça, pareil, c'est top. Donc ça, techniquement, ça m'a servi. Après, je pense que le reste, c'est plus, je dis ça sans prétention, mais c'est plus, ça correspond à ma personnalité. C'est-à-dire que le métier que je fais aujourd'hui, là, ce que je peux savourer aujourd'hui, au bout de 3 ans, c'est que moi, j'ai toujours été dans l'empathie, j'ai toujours managé dans l'empathie, j'ai toujours aimé les gens. Et là, la diversité, la disparité des gens que je prends sur mon fauteuil, j'ai entre 12 et 15 rendez-vous par jour, c'est 12 ou 15 histoires différentes tous les jours, et que je reprends tous les mois avec les gens qui viennent tous les mois, tous les 2 mois. On arrête l'histoire à la fin du rendez-vous et je reprends l'histoire au prochain rendez-vous. Et ils sont tous toujours très étonnés quand je leur dis alors au fait ton rendez-vous avec machin ça a marché. T'as pas noté sur un petit cahier? Non, j'ai pas besoin. Ben ouais, j'ai pas besoin. Mais parce qu'en fait chaque individu a sa personnalité. J'ai vu des gens arriver sur mon fauteuil et au bout de 30 secondes fondre en larmes. Un gars notamment pour des raisons perso qui me touchaient. On en a discuté. On n'en a pas reparlé pendant 1 an et demi. Et là il est revenu il y a pas très longtemps. Il m'a remercié pour ce que je lui avais dit il y a 1 an et demi, parce qu'il a travaillé sur ce qu'on avait dit pendant 1 an et demi, et il était très fier de me dire la situation elle s'est arrangée parce que ouais t'avais raison, j'ai vu le truc sous un autre angle et aujourd'hui je suis super heureux, tout va bien. Mais moi ça c'est une récompense de fou, au-delà du fait de coiffer un mec et qui sorte en se trouvant beau. On a apporté autre chose que ça. Un côté humain hyper présent. Mais parce que dans la vie, quoi qu'il arrive, la seule chose qui compte, c'est l'humain et ce qu'on est capable d'apporter à celui qui est à côté de soi, d'où qu'on vienne, quel que soit le milieu, et en se foutant littéralement de savoir ce que les autres pensent de toi. Ça, si le jour où tu comprends ça, il y a une espèce de... Le singe change d'épaule, comme on dit dans le commerce. C'est-à-dire que le singe n'est plus sur ton épaule. Tu es libéré de ces contraintes-là. Il y a une expression que tu as apprise dans le commerce qui t'est restée. Il faut que le singe soit sur l'épaule de ton adversaire. C'est mieux. Okay. C'est plus lourd pour lui. Quelle part tu donnerais à la chance et quelle part tu donnerais au travail dans ce parcours de reconversion? Alors la chance là-dessus, j'y crois pas trop. Ouais. En fait, la chance, on la provoque toujours, hein, bien sûr. Mais c'est du boulot, c'est croire en soi et c'est regarder devant. Et surtout, essayer de pas trop douter, quoi. Ouais. Ou alors, quand tu doutes, il faut avoir une bonne discussion et quelqu'un qui te ramène les pieds sur terre en te disant « Mais non, regarde ce que tu as déjà fait. Regarde où t'en es et t'inquiète. Regarde, tout baigne. Et toi, ça va? Ouais, moi, ça va. Bah, c'est cool, alors. Voilà. et en fait, et sinon, ta santé, ça va? Ouais, c'est bien. Bon, bah, on n'a pas de problème, en fait. Non, on n'a pas de problème. Allez, on avance. Voilà. Donc, la chance, c'est une chose. On dit toujours que la chance, on la provoque. Oui, mais des opportunités à voir. Mais l'opportunité, c'est toi qui te la saisis. Hein. Moi, il n'y a personne qui est venu me dire, tiens, ce serait bien que tu fasses coiffeur. Moi, j'ai dit, je vais faire coiffeur et je l'ai fait. Ouais. C'est tout. Et puis si ça n'avait pas marché, j'aurais fait autre chose. Voilà, c'était pas grave. Mais je l'aurais fait. Et j'aurais un CAP de coiffeur, voilà. Mais ça a marché. C'est ça. Mais ça a marché. Okay. Est-ce qu'il y a une rencontre en dehors de ta femme? Oui. Ouais, t'as remarqué que c'était très important ça. Ouais. Une rencontre marquante qui t'a un peu conforté, pas forcément parce que t'es sûr de ton projet depuis le début, mais qui, ouais. Il y a ta copine coiffeuse chez qui t'as été en Corinne, c'est sûr, mais alors Corinne, enfin ma copine coiffeuse, c'est marrant parce qu'il y a pas de hasard dans la vie, mais pour faire très court, quand j'ai divorcé, Corinne a été la personne qui m'a maintenu en vie. Ouais. Voilà.
Corinne, c'est ma grande sœur, c'est quelqu'un de très très important pour moi. En plus, elle m'a aidé derrière, quoi, à me prendre comme apprenti, comme elle l'a fait. Donc elle a une place à part dans ma deuxième partie de vie, c'est certain. Ensuite, il y a 2 personnes qui ont été très importantes pour moi et qui m'ont aidé pas forcément dans cette reconversion, mais dans le parcours professionnel que j'ai eu, qui sont 2 de mes anciens patrons, Robert Claude Soria pour l'automobile et Thierry Willem pour quand j'étais chez General Electric, parce que ces 2 mecs-là ont compris, ce sont des gens qui avaient une pression phénoménale dans leur poste, avec des tas de gens à manager, mais ce sont les 2 seules personnes au monde que je connaisse qui étaient capables de restituer de la pression négative en pression positive, et en croyant toujours aux humains qui étaient autour d'eux, et en les respectant à un point inimaginable. Et ça, pour moi, ça a toujours été la base. Et Thierry Willem avait une phrase merveilleuse que je trouve incroyable dans le management, en tous les cas d'aujourd'hui. J'espère qu'il y en a qui s'en sont inspirés. C'est la confiance exclut complètement le contrôle. Et ça, c'est... Voilà, moi, je trouve que ça résume tout. Et en fait, ces gens-là m'ont fait croire effectivement à un moment donné, ou m'ont porté en me disant que ça pouvait être possible. Ouais. Des belles inspirations. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, je sais pas, à travers des livres, des films, des podcasts qui t'ont inspiré dans ton parcours pro? Moi, je suis tu conseillerais? Moi, je suis un rêveur absolu. Je pleure quand la maman de Bambi meurt, et si je le regarde, je repleure. J'ai un papa qui est pareil. Non, mais je suis je sais pas si ça se dit dans un podcast, je demande pardon aux gens qui écouteront, mais je suis un fiotounet absolu sur ce genre de truc. Et en fait, moi, c'est la sensibilité, moi, qui m'inspire. Donc, tout ce qui est film, bouquin, histoire personnelle, qui sont des histoires un peu atypiques et qui touchent au cœur, ça, c'est ma vie. Et il faut que j'ai ça dans ma vie. Si j'ai pas ça dans ma vie, c'est ton histoire. Je meurs. Voilà, c'est ça. Exactement. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui n'osent pas se lancer dans leur rêve, qu'on rêve depuis toujours, qui pensent régulièrement, mais qui restent dans leur petit confort, peut-être pas si confortable que ça. Non, je pense qu'en plus, c'est pas confortable de rester dans une zone qui nous semble être une zone de confort, mais dans laquelle on se sent étriqué. C'est vraiment pas une chance. En fait, le conseil, c'est sortez de votre zone de confort. Dites-vous que ce que vous avez dans la tête, c'est absolument réalisable à partir du moment où vous décidez de le faire. Et juste, faites-le. C'est pas compliqué, on décide un matin quand on se réveille de se dire je vais le faire. Et donc qu'est-ce que je mets en route pour le faire? Il faut que je fasse un premier pas pour le faire. Une fois qu'on a fait ce premier pas, il n'y a rien qui vous arrête. Rien du tout. Donc foncez, quoi. Mais grave, et c'est facile à dire, de dire foncez, parce je pense qu'on a du mal les gens qui peuvent écouter ça peuvent se dire ouais, bah oui, c'est facile de dire vas-y foncez. Non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile, mais par contre, est-ce qu'on a envie d'être malheureux toute sa vie? Non. Est-ce qu'on a envie de mettre un peu de bonheur dans sa vie? Oui. Est-ce que c'est difficile, des petits pas par petits pas, de faire quelque chose qui nous plaît? Oui, non. Si ça va, on n'est pas obligé de tout chambouler d'un coup. Mais comme on est dans un carcan, comme on disait tout à l'heure, d'éducation qui nous dit il faut faire attention à ce que tu fais parce que les autres vont dire ça de toi. Il faut que tu achètes une maison et que ta maison, il faut que tu la gardes jusqu'à la fin de ta vie et, en payant des grands crédits. Et que la vie, ça ne sera pas autrement que ça. Il faut que tu te maries et que tu aies des enfants et que tu aies 2 bagnoles et que tu... Un chien. Non, un chien, voilà. Non, mais... c'est pas ça le schéma de notre vie. Le schéma de notre vie, c'est celui qu'on a décidé de construire et avec ses convictions. Et des fois, c'est un peu plus tard qu'on aimerait, mais ça vient quand ça doit venir. Et quand ça vient, on n'a jamais envie que ça s'arrête, quoi. C'est surtout ça. Là, aujourd'hui, tu te sens bien, là. Moi, je suis à ma place, à l'endroit où je dois être, avec les gens que j'aime, et voilà, tout va bien. Quels sont tes prochains projets? Alors, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Tu aimerais développer une licence de marque? Alors, la licence de marque, on est un peu en train d'en revenir parce que la conjoncture est compliquée. Ouais. Mais tout est prêt. Si quelqu'un veut le faire, aucun problème. Que toi, c'est possible. À Paris, à Nice, à Nantes, partout. Il y a des femmes coiffeurs barbiers. Ouais, bien sûr. Pour hommes. Ouais, bien sûr. Ouais. Peut-être qu'un jour je ferai ça. Écoute, tu seras la bienvenue. Je ferai une formation spécifique pour toi, Pauline. Merci. Donc, tu as des produits en ligne, et puis... Le projet de rachat peut-être d'un salon un peu plus grand, ouais. Pour sortir un peu de la maison, mais pour garder ce concept,
Dans un salon, on pourrait mettre plusieurs fauteuils, mais avec plusieurs pièces pour garder ce côté intimiste et que chaque client puisse être avec son coiffeur dans son endroit à lui et pour qu'il puisse venir se faire couper les cheveux, se détendre et passer un bon moment. Et le concept des packs, moi j'aimais bien ça. Tu as parlé dans une interview des packs père-fils. Ouais, tout à fait. Ou grand-père, père-fils. Ce matin, là, j'ai un papa qui est venu avec son gamin de 5 ans. Le pack famille. Ils passent un petit moment tous les deux. J'ai eu des gars qui sont venus faire des enterrements de vie de garçon aussi. Trop chouette. Donc ils viennent avec les témoins et tout. Chacun se fait une jolie coupe, une jolie barbe. Ils boivent un coup en même temps. Et bien sûr, pas de Lévian, mais voilà. Non, c'est chouette. T'as pas de licence pour ça? Non, du tout. Non. Est-ce qu'il y a une anecdote, pour finir, sur ton métier, sur ton parcours, sur des clients que t'as eu, des gens un peu farfelus? T'as peut-être que ça? Non, des gens farfelus. J'ai pas trop de gens farfelus, mais par contre, ce que j'adore, c'est de retrouver aujourd'hui des gens avec des histoires que je peux suivre. Et ça, c'est magique parce que les gars même attendent leur rendez-vous pour venir me raconter la suite de leurs histoires. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est que je suis parti de zéro, mais vraiment de zéro. Là, pour le coup, je peux pas dire que je suis parti d'autre chose que de zéro. Et en fait, les gars qui viennent depuis 3 ans me voir sont impatients de venir au rendez-vous qui suit pour me raconter, continuer à me raconter ou me raconter l'évolution de l'histoire qu'on a commencé dont on a commencé à se parler et des histoires qui durent depuis 3 ans. Je vois des gens qui ont démarré des diplômes, qui les ont eus. J'ai réussi à faire embaucher des gens dans des boîtes en faisant se rencontrer des gens. J'ai passé des CV dans des boutiques. J'ai trouvé des stages pour des gamins. C'est pas que coiffeur. Non, mais non, coach pro, mais c'est un peu ça. Et je trouve qu'à mon âge, c'est chouette parce que c'est un peu une finalité d'expérience que tu partages. Et en fait, ce partage-là, il a pas de prix, quoi. Il a 0 prix, quoi. Donc non, ça c'est hyper chouette. Et après des anecdotes, c'est des anecdotes particulières. Après, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, donc il y a des histoires que je ne peux forcément pas raconter, bien évidemment. On va finir sur ces belles paroles. C'est ça. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les projets de Laurent et Gentleman Team, je mets les liens dans la description. Si vous voulez continuer à écouter de chouettes parcours qui vous donneront envie d'oser à votre tour, abonnez-vous à ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.